Bonjour à tous, bienvenue, vous êtes sur la chaîne qui rassemble, il est 13h, c'est l'heure de votre journal. La Côte d'Ivoire est présente au Salon international de l'agriculture du Maroc qui s'est ouvert mardi dernier et refermera ses portes demain dimanche 7 mai. La Côte d'Ivoire est bien représentée sur place avec ce qu'elle sait faire de mieux et notre pays qui se prépare pour le Sahara 2023 avec de belles promesses. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a inauguré hier vendredi le siège de la Direction des technologies et des systèmes d'information de Grand Bassam, une initiative qui vise à équiper et renforcer les compétences de ce département dans le cadre du projet Éducation en numérique, un programme donc qui a pour but la formation d'un capital humain. Près de 8 mois après la mort de la reine Elisabeth II, le couronnement de Charles III et de la reine consort Camilla s'est déroulé ce 6 mai 2023 à Londres, en l'abbaye de Westminster. Cela s'est fait 70 ans après celui de sa mère, la reine Elisabeth, décédée en septembre dernier. On prendra la direction de Londres dès le début de ce 13h. On commence donc cette édition au Royaume-Uni où se trouve le vice-président de la République depuis quelques jours. Tiemoko Meliekone est à Londres pour représenter le président Alassane Ouattara à la cérémonie de couronnement du successeur de la reine Elisabeth II, le roi Charles III. 8 mois après la mort d'Elisabeth II, son fils de 74 ans a donc porté la couronne de ses ancêtres et le vice-président de Côte d'Ivoire fait partie de ses invités. Tiemoko Meliekone fait donc partie des 2000 invités à cet événement d'importance pour le Royaume-Uni et l'ensemble du Commonwealth. Le roi Charles III et la reine Camilla couronnés ce samedi même à l'abbaye de Westminster. Des dizaines de milliers de visiteurs et des millions de téléspectateurs ont suivi la cérémonie. Le tout nouveau roi est dépeint comme humaniste et écologiste invétéré. Il pourrait moderniser la monarchie. Compte tenu du contexte économique tendu vécu par le pays, la cérémonie s'est voulue plus sobre que celle d'Elisabeth II il y a 70 ans, mais selon des chiffres avancés, le coût de l'événement s'élèverait à 114 millions d'euros, soit le double de celui de 1953. 114 millions d'euros, c'est environ 75 milliards de francs CFA. On quitte le Royaume-Uni en Europe et on descend en Afrique du Nord. Le Salon international de l'agriculture du Maroc bat son plein. La Côte d'Ivoire y est présente, bien entendu, avec ses atouts et ses productions agricoles. Et le pays y a même récolté un prix. Une occasion pour le premier producteur mondial de cacao de faire l'annonce et la promotion de son Salon de l'agriculture, le Sahara, prévu se tenir prochainement ici à Abidjan. Direction le Maroc avec nos envoyés spéciaux Hervé Blé et Ambroise Assema. Retour gagnant pour le Salon international de l'agriculture au Maroc. Le SIAM s'ouvre après 3 ans d'interruption du fait de la Covid-19. À Meknès, cette 15e édition du Salon baigne dans l'ambiance des grandes mobilisations, aussi bien de simples visiteurs que de professionnels. Au nombre de 1400 exposants en provenance de 68 pays, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, au moment où on parle de déforestation, on a tendance à jeter l'opprobre sur l'agriculture qui serait à la base de la déforestation. Non. Mais ça aussi, il faut venir en synergie avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, démontrer la participation de l'agriculture à la reforestation au travers d'une stratégie qu'on appelle l'agroforesterie. Le SIAM, ce grand rendez-vous dédié à l'agriculture dans ses composantes diverses et variées, la délégation ivoirienne compte bien le capitaliser et la fête à Abidjan s'annonce déjà belle avec la reconnaissance à Marrakech des qualités d'Abidjan en matière d'organisation. Je voudrais dédier le prix au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Vous avez vu que nous avons 3 stands. Et nos stands ont été fortement visités par tous ceux qui sont venus dans le cadre de ce salon. Et hier, nous avons reçu le prix de la meilleure participation étrangère. Le prix nous a été remis
par Sa Majesté le Prince, en présence du Premier ministre et de tout le gouvernement marocain. Et c'est pour nous un réel motif de satisfaction. Des séances de dégustation, des rencontres avec des professionnels du monde agricole sont au programme de la délégation ivoirienne jusqu'à dimanche, date de clôture du SIAM 2023. Et ici, en Côte d'Ivoire, c'est Grand Bassam qui abrite le tout nouveau siège de la direction des technologies et des systèmes d'information. Le bâtiment flambant neuf a été inauguré hier par la ministre de l'Éducation nationale, une direction pour mettre en œuvre le projet éducation numérique. Ce programme donc qui a pour but de former des hommes et femmes capables de relever les défis de développement du pays. Depuis la cité balnéaire, le reportage de Jean-Marc Djadji. À 40 km au sud-est d'Abidjan, dans la commune de Grand Bassam, trône de façon imposante un bâtiment R+3. Ce nouvel édifice est le siège de la direction des technologies et des systèmes d'information du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation DESIT. Cette architecture est inaugurée par la ministre de tutelle, Mariatou Koné, et le partenaire technique, le siège de la DESIT, hébergera le data center du ministère, des plateformes e-learning et des logiciels de travail. Notre motivation première est de doter l'État de Côte d'Ivoire d'un intranet et créatif, de booster la transformation digitale. Cette initiative du ministère de l'Éducation nationale s'inscrit dans le cadre de la phase 1 du projet Éducation numérique. À ce jour, l'on enregistre grâce à ce programme des salles multimédia aménagées dans 64 établissements secondaires et CAFOP issus de 10 villes du pays. L'utilisation harmonieuse de ces outils permettra à chaque acteur de faire face aux défis qui se posent à notre système éducatif. C'est pourquoi j'engage tous nos collaborateurs à se les approprier afin que nous puissions bâtir ensemble un système éducatif de qualité. 47 agents techniques sont mobilisés à la DESIT pour booster le taux d'exécution du projet de digitalisation de l'école ivoirienne, l'une des 42 réformes des États généraux de l'éducation nationale EGENA. Du matériel informatique et un véhicule sont offerts à 8 établissements scolaires et au personnel pour faciliter leurs actions. La mairie de Cocody a eu une nouvelle annexe. Les bureaux sont situés dans le quartier Djorogobité. Ils ont été ouverts officiellement hier en présence du premier magistrat de la commune et de notre reporter Godefroy Okambawa. Voici la nouvelle annexe de la mairie de Cocody. Située dans le quartier Djorogobité, l'édifice 1R+1 est bâti sur une superficie de 1300 m². En son sein, une salle de mariage, des services d'état civil et de recouvrement. En inaugurant cette annexe, le maire Jean-Marc Yassé rapproche ainsi les services de la mairie des populations de sa cité. En rapprochant nos services des administrés, vous donnez également une grande joie à cette partie de la population de Cocody qui, ayant désormais les services à proximité, n'aura plus à subir les tracasseries de la route et du coût du transport pour se rendre jusqu'à l'hôtel communal. Vous réussissez là à désengorger le centre principal de Cocody, devenu trop exigu. En décentralisant ses services, le premier magistrat de la commune de Cocody répond ainsi à un besoin des populations. Dans notre programme que nous allons décentraliser un peu, c'est-à-dire mettre des annexes un peu partout pour faciliter la tâche à nos administrés. C'est ce que le conseil municipal et moi-même sommes en train de réaliser. Nous sommes en train de faciliter la tâche de nos administrés en les rapprochant. Selon les services administratifs de la mairie, plus de 60 000 actes sont enregistrés par an avec 500 usagers par jour. Avec cette nouvelle annexe, les populations de la zone nord de Cocody pourront s'établir à proximité les actes d'état civil. Sa construction est estimée à plus de 200 millions de francs CFA et financée à travers le budget communal. C'est ce qu'on appelle un burn-out, un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Les signes du burn-out peuvent être, entre autres, la performance réduite au travail ou les troubles du sommeil. Résultat, conséquences négatives sur l'entreprise et sur le travailleur lui-même. Il faut alors y remédier. Mais comment? Jean-Marc Djadji a rencontré des spécialistes qui nous donnent quelques éléments de réponse.
Séjour ouvrable dans le district d'Abidjan, la capitale économique. Un peu partout dans les 10 communes de cette subdivision administrative, chacun selon son corps de métier se met en activité. Le seul leitmotiv, avoir un revenu afin de subvenir aux besoins de la famille. Cette course effrénée vers le gain implique souvent un engagement intense dans le travail, d'où une possibilité de risque. Quelque part dans un café, Jessica fait une pause après quelques heures de travail. Elle écume les plateaux de télévision et de radio depuis 9 années comme chroniqueuse, présentatrice. Cette jeune trentenaire et influenceuse revendique plus de 500 000 followers sur les réseaux sociaux. Le mercredi 29 mars 2023, il y a plus d'un mois, elle interpellait et révélait à ses fans son mal-être, le burn-out ou l'épuisement professionnel. 6 mois d'attente ont suffi pour sa remise en forme. Cette expérience malheureuse, Jess s'en souvient. Et j'aime mon travail, quoi. C'est-à-dire que moi, je fais de l'écriture, donc je vais écrire mon émission, je vais tourner, je vais être au montage, vraiment tout. Je fais du 360. Je pouvais plus. Un matin, je me suis réveillée, je pouvais plus. Je devais aller tourner, j'étais en larmes. J'étais arrivée à un point où le générique de mon émission, je pouvais plus l'entendre. Je l'assumais pas, en fait. Je me disais, mais tu as pas le droit d'être fatigué, tu as pas le droit, tu as... Et le réalisateur, il m'a regardé, il m'a dit, on arrête. Je dis, quoi? On arrête? Je dois encore produire, je sais pas moi, il me reste peut-être 5 ou 6 émissions à mettre en boîte. Si je les finis pas, je serai pas payée. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit, mais t'es sûre que t'es pas en train de faire un burn-out? Je dis non, parce que c'est moi je suis forte, moi je suis résiliente, moi je pousse, moi franchement, je pousse jusqu'à dans mes derniers retranchements. Mais non, mais je suis pas une machine, quoi. Dans la commune de Cocody, une autre victime de l'épuisement professionnel a souhaité témoigner, mais dans l'anonymat. Salarié, il a même frôlé le suicide. Dans la profession, nous avons des heures de travail qui vont au-delà des 8 heures par jour. Il peut arriver qu'on fasse facilement 10-12 heures de travail par jour. Donc c'est comme si mon rythme de vie était en fait dicté par mes performances. Je me suis réveillé en sursaut à 3 heures du matin. J'ai pris mon ordinateur pour travailler et je me suis rendu compte que le mail que je voulais envoyer, je l'avais envoyé le matin de la veille. La situation s'est dégradée. Alors que pendant ces 3 mois-là, elle faisait des rapports pour dire que mes performances baissent et qu'elle ne comprend pas pourquoi. Et c'est allé jusqu'au stade où j'ai reçu une demande d'explication. État de fatigue intense, grande détresse, performance réduite au travail, nos 2 victimes du burn-out, à l'instar d'autres, n'ont eu leur salut que grâce à un suivi médical. La surcharge du travail, les tensions entre collègues et les disparités en entreprise sont, entre autres, les causes du burn-out selon la médecine du travail. Cette prise en charge, elle se fera de façon pluridisciplinaire, je dirais. Donc, ça peut faire intervenir, par exemple, un psychiatre pour la mise sous traitement. Ça pourra faire, par exemple, intervenir un psychologue pour un accompagnement psychologique. Ça ferait également intervenir le médecin du travail, surtout dans une deuxième phase, c'est-à-dire la phase de retour à l'emploi. Le retour au travail du patient ne se fait pas du jour au lendemain. Il doit être préparé en collaboration avec le psychologue. Le traitement de l'épuisement professionnel repose aussi sur des séances de relaxation et souvent d'entretien. Sur la prise en charge, donc, on peut faire des thérapies centrées sur la schémathérapie, par exemple. Donc, ces thérapies postulent que les troubles sont consécutifs à des systèmes de pensée erronés, à des croyances qui ne sont pas justes. Par exemple, de dire que je suis mon travail, alors que le travail, c'est ce que je fais. Et qui je suis, c'est vraiment à part. Si je suis mon travail, si mon travail va mal, c'est moi qui vais mal. Alors que je suis une personne qui doit être différente du travail et donc de ce que je fais. D'après l'Organisation mondiale de la santé, OMS, un adulte sur 4 fera un burn-out au cours de sa vie. Un rapport qui interpelle les fêtières des travailleurs en Côte d'Ivoire, dont la centrale syndicale Humanisme. Le travail nous permet d'être différents de l'animal en ce que le travail des aliens. Or, dans un tel contexte, vous êtes aliéné par le travail et donc vous devenez un esclave du travail. Or, le travail doit pouvoir conduire à la liberté. À la direction de la santé et de la sécurité au travail, structure sous tutelle du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, on s'active pour l'application de la législation sur la santé des travailleurs dans le pays. Nos données de consultation montrent une augmentation d'environ 10% sur ces 3 dernières années
dans le souci de rapprocher les prestations de santé et de sécurité au travail des populations, depuis l'année dernière, en 2022, il a été créé donc 3 directions régionales. Notre direction se déplace également sur le terrain pour faire des contrôles en entreprise, donc pour non seulement faire des contrôles, mais également sensibiliser. La nouvelle classification internationale des maladies, CIM-11 de l'OMS, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2022, ne classe pas le burn-out parmi les maladies professionnelles, mais le définit comme un phénomène lié au travail. Mais le Code ivoirien du travail impose à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs. Burnout, quand le travail devient une souffrance, un joli sujet de Jean-Marc Djadji, Joël Gomez, Gilles Tonien et Husser Blei. L'important, c'est d'arriver en vie, pas d'arriver à l'heure. Soyons disciplinés au volant, respectons le code de la route et mettons une croix sur la vitesse. Voilà clairement le message qui est adressé aux conducteurs d'engins à 2 ou 3 roues et de gros camions principalement à l'occasion de la 4e semaine de la sécurité routière lancée hier à San Pedro à quelques 340 km d'Abidjan. Les précisions de Sam Conan, notre envoyé spécial permanent dans la région. San Pedro, rond-point de la gare routière, la direction régionale des transports et les forces de sécurité lancent la 4e édition de la semaine de la sécurité routière. Dans la 2e ville économique et portuaire du pays, le trafic est dense, avec par endroits des conducteurs d'engins à 2 ou 3 roues qui ne respectent pas le code de la route, provoquant ainsi des accidents. Le bilan que nous pouvons faire de cette opération est un bilan positif. Les accidents de la circulation ont sérieusement diminué. Nous ne baissons pas les bras dans la mise en œuvre de cette opération. On a l'impression que le code de la route c'est fait pour les autres mais pas pour eux. En plus de la sensibilisation, franchement la répression au niveau de ces 2 roues pour qu'ils puissent respecter le code de la route. Sur le terrain, les forces de sécurité distribuent, sans se bousculer, les contraventions. Je n'ai pas porté le casque. C'est à cause de ça qu'ils m'ont facturé les 2000 francs. Selon un rapport des sapeurs-pompiers civils de San Pedro, 80% des accidents de la route sont provoqués par ces engins à 2 ou 3 roues. Le chef du protocole du président de la République a rencontré récemment les femmes du marché du quartier Palmeraie à Cocody, des femmes à qui il a fait don d'un tricycle et une enveloppe pour les appuyer dans leurs activités génératrices de revenus. Compte rendu à Stotoré d'Agnogo, Jean-Marc Djadji. Un tricycle et une enveloppe de 5 millions de francs CFA est remis aux femmes du marché de la Riviera Palmeraie pour financer leurs différents projets. Un don de Eric Taba, ambassadeur, chef protocole du président de la République, Alassane Ouattara. Cette action vise à promouvoir l'autonomisation de celle-ci. Il a vraiment à cœur d'aider vraiment les femmes, que les femmes puissent se prendre en charge, leur donner des formations, comment faire un projet, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être financé. Il faut savoir qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent. Un geste qui va permettre à Marie-Angèle Botti de se prendre en charge et de s'occuper de ses enfants. Ça nous fait du bien même. Et je veux remercier encore nos fils. C'est ça que je prends pour soutenir mes enfants, ma famille, mon mari ne travaille plus. Ce qui vient d'être remis par M. Taba va nous aider à aller un peu de l'avant. À cette rencontre, les femmes du marché de la Riviera Palmeraie en ont aussi profité pour étaler leurs difficultés, notamment des problèmes liés à l'accès au financement, la sécurité et la construction de nouveaux marchés. Tout en rassurant les femmes, Eric Taba saisit l'occasion pour exhorter les jeunes au travail et au don de soi. Quand je vois un parent qui me dit « Mais grâce à toi, mon enfant a eu la bourse, aujourd'hui mon enfant travaille. » Mais il n'y a pas plus grande richesse que ça. Donc moi, je rends service. Et je pense que c'est ça que j'aime comme travail, c'est me mettre au service des autres. Le proche collaborateur du président de la République a fait la promesse de reconstruire le marché de la Riviera Palmeraie. Il n'a pas manqué d'exhorter les femmes au vivre ensemble et à la cohésion.
Les étudiants orphelins de Côte d'Ivoire se sont constitués en association, cela depuis un moment déjà. Association dénommée ACO. L'entraide et la solidarité, c'est leur créneau. Et justement, ils ont remis cette semaine un important lot de vivres et de non-vivres à leurs condisciples dans le besoin. Khalil Diomandé, Godfrey Kambawa. Ces vêtements et ces vivres pour soulager quelques besoins des étudiants orphelins de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et ceux des grandes écoles d'Abidjan. Ce sont au total 150 étudiants qui bénéficient de cet élan de générosité initié par l'association des étudiants orphelins ACO. Franchement, il faut dire que l'association, depuis cette création, nous vivons à l'aise avec l'aide de cette association. Franchement, quand il a perdu mon papa, ils ne m'ont pas laissé. Ils m'ont appelé et plusieurs fois par des conseils et par des bienfaisants. Et aujourd'hui, cela vient s'accomplir encore par des dons. Moi, franchement, il tenais à leur dire merci. Nous avons cotisé, chacun d'entre nous, les membres de mon association, 500, 1000 francs, 10 000, afin de pouvoir venir en aide à ceux-là même qui sont dans les besoins comme nous. C'est le moment pour nous aussi d'appeler les personnes de bonne volonté à nous aider dans cette démarche. Parce qu'à la perte d'un parent, ce n'est pas du tout facile. Et nous sommes en Afrique. En Afrique, nous savons que l'accent est plus mis sur le défunt que l'orphelin lui-même. L'association des étudiants orphelins ACO existe depuis mars 2022. Elle s'est donnée pour mission d'appuyer les orphelins dans leur cursus universitaire et d'œuvrer à leur insertion professionnelle. Nous sommes samedi et les samedis de la solidarité consistent à ce que chacun de nous puisse donner son sang pour sauver des vies. L'initiative est du Centre national de transfusion sanguine et elle vise à promouvoir le don de sang volontaire. Diarra Ami et Jean-Marc Djadji étaient à la cérémonie de lancement du concept à Trècheville. C'est au cours d'un échange que la première édition du concept Les Samedis de la Solidarité est lancée. En 2022, ce sont près de 2700 poches de sang qui ont été collectés sur l'ensemble du territoire afin de sauver des vies. L'objectif est de promouvoir le don de sang bénévole et volontaire. L'initiative est du Centre national de transfusion sanguine de Côte d'Ivoire, CNTS. Nous avons initié ce concept dénommé les Samedis de la Solidarité afin de pouvoir rapprocher plus le Centre national de transfusion sanguine de nos partenaires que sont les donneurs de sang. Pour nous, ce sont des partenaires très précieux. Vous savez, nous avons fait notre mea culpa et nous reconnaissons que clairement aujourd'hui, nous n'avons pas fait assez la promotion de ces personnes généreuses, de ces personnes qui tous les jours œuvrent pour pouvoir donner de leur vie pour sauver des vies. Collecter environ 1000 poches de sang est le défi du CNTS à l'occasion des Samedis de la Solidarité. Mais l'objectif, c'est de faire que sur les 27 structures, nous puissions avoir 1000 poches par 27, ça nous fera 27 000 poches. Nous n'avons besoin que de 25 000 poches chaque année pour pouvoir couvrir 100% des besoins nationaux en produits sanguins. Ce démarrage de cette activité est prévu pour le 6 mai prochain avec la participation d'environ 1000 associations de donneurs de sang. Il est donc mieux de donner son sang pour sauver une vie plutôt que d'en faire couler pour ôter la vie. Comme cela a été le cas à Sandégué, au nord-est de Côte d'Ivoire, où un litige foncier a dégénéré en affrontement sanglant en faisant 2 morts par balle et une dizaine de blessés. Sur place, les autorités appellent au calme. 2 morts, 6 blessés graves et 7 blessés légers par arme à feu. C'est le bilan de l'affrontement sanglant qui a eu lieu entre les populations de la sous-préfecture de Taoudi et le village de Kwasidougou dans le département de Sandégué suite à un litige foncier qui perdure depuis plus de 10 ans entre les deux communautés. Vous nous informez pour dire que les gens de Taoudi sont en train de détruire nos cultures. Donc il faudra qu'on parte en attendant que les autorités arrivent. Nous-mêmes on parte les repousser pour ne pas qu'ils finissent de détruire nos champs. Ils ont pris en otage nos frères. Et ils ont découpé tout son champ et puis son igname. Donc bon, comme on a appris qu'ils l'ont pris en otage, on dit bon, on va aller voir pour parler et puis ils vont nous le donner. Les deux parties se rejettent la responsabilité sur les causes de ce drame qui a causé des pertes en vie humaine. Chacune des parties affirme avoir subi des destructions de champs et de biens sur la portion des terres, source du conflit. C'est donc pour s'enquérir de la situation et apporter la compassion du gouvernement aux familles des victimes que le préfet des régions du Gontougo s'est rendu accompagné du président du conseil régional du Gontougo, dépêché par le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani dans les 2 villages, Taoudi et Kwasidougou.
On est venu pour vous demander pardon. Pour que ce qui s'est passé là, ça ne se passe plus dans notre région ici. En tout cas, le ministre d'État m'a chargé de vous le dire. Ce qui s'est passé, ce n'est pas normal. Quel que soit le problème, quel que soit les différends entre vous, il ne faut jamais donner la mort à quelqu'un. Pour le préfet des régions, il s'agira en guise de solution de procéder à la délimitation effective de la parcelle à problème conformément à la loi. Devant les autorités administratives et politiques, les populations des deux villages ont pris l'engagement d'enterrer la hache de guerre et de ne plus se faire justice elles-mêmes pour donner force à la loi. On dit que la non-violence est une arme forte, une arme puissante et juste qui tranche sans blesser. Et c'est une épée qui guérit. Heureusement que la RTI a de quoi nous faire sourire et oublier les souffrances. Bonjour 2023 est à Paris et le show est prévu pour ce soir à 20h, heure de Paris, à l'espace Martin Luther King. Et nous sommes en duplex avec Parga Soro-Kone, notre envoyé spécial dans la capitale française. Alors, Parga Soro Demadongui, dites-nous un mot sur les préparatifs et est-ce que les artistes annoncés sont effectivement tous présents sur place? Voilà, bonjour Hamza Diaby, bonjour à tous les téléspectateurs de RT1. Vous l'avez dit, nous sommes à Paris dans le cadre donc de Bonjour Paris d'édition 2023. Effectivement, les artistes humoristes sont là, tout le monde est présent. En plus donc des artistes humoristes, vous avez les artistes comédiens, vous avez la talentueuse Adrienne Coutouin qui est présente ici à Paris. Vous avez également des artistes chanteurs pour égayer davantage donc le public de la diaspora qui effectuera, n'est-ce pas, le déplacement, on l'espère nombreux ici à l'espace Martin Luther King qui accueille Bonjour Paris 2023. Oui. Il faut dire aux Ivoiriens que moi, Papito, j'ai intérêt la Tour Eiffel pour venir à Abidjan. Ah voilà, oui. Non, il faut le comprendre. Il a commencé à le mettre en même moment. Lui, il veut voler Tour Eiffel pour partir. Voilà, donc vous l'avez compris, le décor il est planté. Et ici déjà, on a cet humour-là, cette bonne humeur. Tu voulais voler Bédou de tonton là, ça va pas chez toi. Pourquoi tu es soyé comme même? Pourquoi tu es soyé comme même? Ah bon, d'accord. Donc, d'accord, voilà. Merci beaucoup à vous. Est-ce que vous nous confirmez, Parga Soro, que les dispositions sont prises pour servir un beau spectacle au public de Bonjour Paris et qui fera massivement le déplacement? Vous êtes là, Parga Soro? Apparemment, Parga Soro, on ne l'a plus avec nous. Clap de fin donc pour l'édition 2023 du FEMUA. C'était le 30 avril dernier. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, c'est non seulement la fête de la musique, de la culture en général, mais également le Carrefour Jeunesse, une tribune qui a permis aux jeunes d'échanger avec de nombreux spécialistes sur les différentes opportunités d'emploi. Une occasion pour les experts de la FAO de présenter les atouts du secteur des ressources animales et halieutiques. On voit cela avec Davis Oyo. Son reportage est commenté par Grace Kando. Ils sont issus de divers horizons. Ces festivaliers venus pour le FEMUA 15 participent également à une tribune exclusivement dédiée aux jeunes, dénommée Carrefour Jeunesse. Un cadre pour sensibiliser cette frange de la population sur les potentialités du secteur des ressources animales et halieutiques. Ces gens de panel, ces gens de formation nous apprennent beaucoup de choses. Il y a des structures vers lesquelles on peut s'orienter pour nous donner des formations peut-être pratiques qui peuvent nous aider. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO veut, à travers cette rencontre, susciter un intérêt plus accru des jeunes à l'élevage. Globalement, pour ne pas dire 80%, des besoins en ressources en poissons sont importés de l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a de la potentialité en termes de marché. Donc les jeunes peuvent s'engager, mais en soyant beaucoup plus résilients et déterminés à réussir cette entreprise. Le ministère des Ressources animales et halieutiques invite également la jeunesse à s'investir dans ce secteur. La Côte d'Ivoire, en termes donc de production, que ce soit de poissons, que ce soit de viande et abats, que ce soit de produits laitiers, la Côte d'Ivoire est déficitaire. Et pour combler ce gap-là, la Côte d'Ivoire, en tout cas, importe massivement. Pour changer cette tendance, il y a pas mal d'opportunités en termes donc d'élevage de poissons. Il y a pas mal d'espace pour pouvoir faire l'élevage. Plus de 100 jeunes ont pris part à ces échanges qui s'inscrivent dans le cadre des activités du FEMUA 15.
Cette lucane se veut un canal d'encadrement et d'orientation des jeunes dans le domaine professionnel. Vous pouvez à présent vous faire de la place en reculant un petit peu les canapés. C'est le week-end, on va couper-décaler. Le coupé-décalé, ce genre musical né au début des années 2000 dans la communauté ivoirienne à Paris, est devenu populaire en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays d'Afrique. Genèse et évolution d'un mouvement dans la farandole de tendance en Côte d'Ivoire en 20 ans d'existence. Jean-Jacques Konadjé, docteur en sciences politiques, nous fait un cours dans une œuvre littéraire qu'il a dédicacée récemment. Serge Pacom Didi, Jean-Marc Djedji. 20 ans du coupé-décalé, genèse et évolution d'un mouvement musical. Une œuvre littéraire qui retrace le parcours du coupé-décalé, rythme musical qui, depuis 20 ans, contribue aussi au rayonnement du paysage musical. L'enjeu de ce livre, c'est de faire en sorte que le coupé-décalé soit connu de façon scientifique. Et au-delà de cela, c'est de montrer qu'il y a 20 ans, il y a des jeunes qui ont osé, qui ont pris des initiatives, peut-être sans savoir même l'impact que cela aurait sur l'évolution de la culture ivoirienne. Ce mouvement a réuni les Ivoiriens divisés. Et c'est adressé d'abord aux jeunes répondant à cette question d'avenir, effaçant ainsi entre eux les différences ethniques, politiques et religieuses. La solidarité, le partage, l'abnégation sont les valeurs qui ont solidifié l'union de ces initiateurs de ce mouvement. Cette œuvre bénéficie de la caution institutionnelle de la ministre de la Culture et de la Francophonie. Vous avez décidé de mettre votre inspiration au service de la nation. Partons des nuits parisiennes aux nuits abidjanaises. Entre s'envolement, sagacité, galopée, vous avez créé des chansons qui ont été fredonnées à travers toute la Côte d'Ivoire sans distinction. Le coupé-décalé, style de vie, pas de danse, concept, la reconversion réussie de certains de ces acteurs sont autant de sujets évoqués par l'auteur dans ce livre. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des pluies diluviennes ont fait 176 morts, 57 blessés internés et 100 disparus au moins, selon le bilan provisoire donné vendredi soir par le gouverneur du Sud Kivu. Le territoire de Calais, dans cette province, a été particulièrement touché. Plusieurs villages ont été partiellement détruits. Les dégâts les plus importants ont été enregistrés sur le bord du lac Kivu. Fin de cette édition, à demain pour le grand journal du dimanche.